Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de notre podcast Grow Fast Now What. Après avoir exploré dans nos éditions précédentes les piliers de la croissance de la French Tech, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Philippe Corot, cofondateur et CEO de Miracle. Quand on est dans le logiciel, on a forcément un objectif de couverture internationale. Le logiciel est un modèle qui fonctionne quand même mieux si on est capable de proposer une offre qui s'adapte à tous les pays. Aujourd'hui, une entreprise doit raisonner de manière globale. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui doivent raisonner de manière locale. Il faut créer un environnement qui soit un environnement favorable à l'émergence de géants comme l'Asie sait le faire. Bonjour Philippe. Bonjour Franck. Alors avant de commencer, beaucoup connaissent Miracle. Que fait Miracle ? Quelle est votre proposition de valeur aujourd'hui ? Donc Miracle est une start-up que j'ai créée en 2012 avec Adrien Nussenbaum. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial des solutions logicielles de marketplace. Donc une marketplace, c'est quoi ? C'est une plateforme numérique sur laquelle un opérateur va organiser des transactions entre une offre de produits ou de services et une demande. Par exemple, si vous allez aujourd'hui sur le site de Darty, vous allez voir des produits qui sont vendus par Darty et d'autres produits qui sont vendus par des vendeurs partenaires de Darty. Et lorsque Darty vend un de ses produits à un de leurs clients, ils prennent une commission sur la vente. Voilà, c'est ce qu'on appelle les modèles de marketplace. Donc il y a plein d'exemples. Les plus connus aujourd'hui sont bien sûr Amazon, Alibaba, mais aussi Uber, Airbnb sont des plateformes. Du coup, on se rend dans le vif du sujet. Première partie sur le financement. Donc en septembre dernier, vous avez annoncé une levée de 300 millions de dollars, la plus grosse de la French Tech, plus grosse levée de la French Tech. Voilà, de loin. Auprès à la fois de fonds français mais aussi étrangers. Est-ce que tu peux revenir en fait un petit peu sur ces étapes ? Parce que lorsqu'on lit dans la presse ces montants-là, on se dit mais finalement le financement est réservé à une petite population. Mais quand on reprend l'histoire, vous avez commencé tout petit en novembre 2012. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces différents tours ? Alors, on avait fait notre première levée de fonds effectivement en novembre 2012 avec Elaya, donc qui est un fonds français. Ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds en 2015 avec un fonds qui s'appelle 83 North et aussi avec Felix Capital avec 2 fonds. L'objectif de cette deuxième levée de fonds, qui était de 20 millions de dollars à l'époque, c'était de financer notre développement aux États-Unis. Donc, c'est à cette période que Adrien, mon associé, est parti s'installer à Boston et qu'on a monté le bureau US basé à Boston. Ensuite, on a refait une levée de fonds en 2019 avec le fonds Bain Capital et c'était la premier investissement de Bain Capital en France. Et ensuite, on a fait cette dernière levée en 2020 avec le fonds Permira, qui est un fonds qui se décrit comme un fonds international, mais qui a des origines anglaises, mais aujourd'hui ils sont basés partout dans le monde et ils sont autant présents à Paris, à Londres qu'à San Francisco ou en Asie. Enfin, ils ont une couverture géographique très très large. Donc on voit en fait que dans cette évolution, vous avez commencé avec un petit tour, 2,5 millions aujourd'hui pour une série A, on dira que c'est pas beaucoup, et pour autant à l'époque ça vous a permis de vous lancer, sachant que dès le départ vous aviez cette ambition internationale en fait par rapport à votre produit. Oui, parce que quand on est dans le logiciel, on a forcément un objectif de couverture internationale. Le logiciel est un modèle qui fonctionne quand même mieux si on est capable de proposer une offre qui s'adapte à tous les pays, au plus de vertical possible. Quand on est dans le monde du logiciel, le coût marginal du client supplémentaire est quasi nul. Donc forcément, plus on a un marché large, plus le modèle est rentable. Donc oui, alors effectivement, quand aujourd'hui une levée de 2,5 millions, ça paraît pas beaucoup. C'était il y a une dizaine d'années, les chiffres n'étaient pas les mêmes à l'époque. À l'époque, c'était une levée classique d'un série A classique, quoi. Et par rapport en fait à cette dimension tout de suite internationale des investisseurs, on voit que vous étiez précurseur à l'époque parce qu'en 2015, arriver à attirer en fait des fonds étrangers, c'était pas si fréquent. Aujourd'hui, c'est vrai que la French Tech, c'est un peu plus internationalisé. L'attractivité fait qu'on voit de plus en plus de fonds étrangers. Dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a un ADN qui est complètement international par rapport à votre couverture. On a toujours eu un ADN international. C'est vrai que les premiers fonds qui nous ont fait confiance, c'était Elaya, c'est un fonds français. À l'époque, la levée, elle avait pas été aussi évidente que ça, hein. Elaya nous a fait confiance. Mais ça a été une levée qui était... c'est vrai que plus le temps a passé, moins les process étaient difficiles, c'est vrai. Mais au départ, il fallait quand même être visionnaire, et c'était le cas d'Elaya, pour faire confiance, pour se dire qu'une
un logiciel fabriqué en France pourrait devenir un leader mondial. Donc ils ont bien compris ce qu'on faisait, ils ont été visionnaires sur le sujet des plateformes comme nous on l'était à l'époque, et ils nous ont fait confiance. Donc ça c'était pour le premier tour. Après effectivement, on a réussi à attirer des investisseurs comme 83 North et Felix Capital, alors qui sont des investisseurs anglais. Mais parce que déjà à l'époque, Miracle avait déjà une présence, on était déjà présent en Angleterre, on avait déjà des clients hors de France. Donc très vite, on a cherché très vite à sortir de notre territoire national, on va dire. Donc c'était peut-être plus naturel pour nous d'attirer des fonds qui étaient basés à l'étranger quand nous-mêmes on avait déjà une activité à l'étranger, on avait déjà un bureau à Londres. Donc ça semblait peut-être plus naturel, plus facile. Et finalement, en fait, l'arrivée de fonds plus américains a coïncidé aussi à votre business qui, du coup, passait en fait aux US. Le départ d'Adrien, en fait, Nussenbaum, a accompagné le business. Et c'est grâce à cette conjonction que vous avez réussi à accompagner ce mouvement. En l'occurrence, lorsque Bain Capital, qui est un fonds américain, est rentré chez Miracle, on avait déjà une présence, on était déjà bien installé. On était déjà présent aux États-Unis. Bien installé, c'est un bien grand mot, mais on était déjà présent aux États-Unis. C'était pas forcément corrélé, puisque ça s'était fait avant. En revanche, c'est vrai que les fonds levés de ce deuxième tour auprès de fonds anglais ont été là pour financer le développement américain. Après, aujourd'hui, des fonds comme 83 North et Felix Capital ou même Elaya qui sont des fonds qui sont certes basés en Europe, mais qui ont une réputation internationale. Donc tout ce qu'un fonds américain pouvait nous apporter en série A ou B, ils étaient aussi capables de nous l'apporter. C'est sûr que les fonds américains ont une puissance de frappe qui est plus grande que les fonds européens. Ils sont prêts souvent à prendre, j'ai envie de dire, parfois plus de risques sur les valos, sur les montants levés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins sur les fonds européens et encore moins sur les fonds français. Alors, est-ce que c'est historique, lié aux tailles des marchés, lié à l'histoire de ces fonds et aussi au potentiel des entreprises dans lesquelles ils investissent? J'en sais rien. C'est vrai que c'était moins courant, il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de voir émerger entre des géants européens. Donc c'était en général plus des Américains, et dès qu'on avait tendance à grossir, il y avait un industriel américain qui faisait l'acquisition. Donc c'est peut-être cet équilibre-là qui fait que les levées ne sont pas les mêmes et que les fonds investis ne sont pas les mêmes, selon les géographies. Et au quotidien, en fait, vous avez ressenti la différence entre l'impact de vos actionnaires. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exigence, en fait, lorsqu'on lève 2,5 millions n'est pas du tout la même, j'imagine, que lorsqu'on lève 300 millions. En tout cas, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que c'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, qui est un moteur, en fait, pour avancer dans la société, ou c'est juste un moyen, en fait, d'avancer? Non, oui, les objectifs ne sont pas les mêmes quand on fait une levée de 2,5 millions ou quand on fait une levée de 300 millions. La taille de la boîte n'est pas la même non plus, mais le niveau d'exigence, j'ai envie de dire, est le même. Les niveaux d'attente de croissance ou les compétences des équipes qu'on rencontre dans des fonds dans des bons fonds qui vont investir 2,5 millions comme Elaya ou plus comme l'ont fait à Permira lors de notre dernier tour, ça reste des équipes qui sont extrêmement compétentes. Donc le niveau d'exigence, c'est le même, qui est juste à l'échelle, quoi. À l'échelle de la taille de l'entreprise, exactement. En fait, souvent, on entend qu'un bon fonds, c'est aussi un fonds qui permet de donner un accompagnement et de donner en fait des ouvertures. Est-ce que c'est votre perception aujourd'hui? Est-ce que c'est dans votre critère de choix? Parce que j'imagine ce tour, je pense que vous étiez convoité, c'est un bel actif. Dans le choix en fait de vos investisseurs, cette notion d'accompagnement est quelque chose qui est important pour des entrepreneurs, ou c'est vraiment d'un point de vue purement financier que vous avez fait le choix? Non, alors évidemment, ce n'est pas qu'un choix financier, parce que sinon on prendrait le fonds qui met le plus, entre guillemets, d'argent sur la table et avec la plus grosse valo. Or, c'est pas comme ça que les critères de sélection se font. Les critères de sélection, ils se font avant tout basés sur l'intuitu personnel, sur les gens qu'on rencontre. Nous, ça a toujours été notre critère principal dans le choix de nos partenaires financiers avec Adrien. Et ça nous a permis, si vous voulez, d'avoir des board members et des fonds avec lesquels on travaille de manière régulière, de qualité, en tout cas avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels c'est un plaisir de travailler, j'ai envie de dire.
C'est comme quand on recrute un collaborateur. Il faut recruter des collaborateurs avec lesquels on a envie de travailler. Et là, c'est pareil. C'est des équipes avec qui on va être amené à travailler régulièrement. Donc, il faut que ça se passe bien. Donc, pour moi, ce qu'il faut la priorité, c'est vraiment l'intuitu personnel, le fit culturel et une même vision, les mêmes valeurs. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça dans notre board et avec les fonds qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, on voit aussi que à chaque investisseur qui a investi chez Miracle a toujours réinvesti au tour d'après. Donc ça montre aussi la confiance que nous accordent ces fonds. Et justement, je pense qu'un des critères qui est important aussi dans le choix, c'est avoir des fonds qui vous font confiance et qui vous apportent du support. On parle d'accompagnement, mais honnêtement, l'accompagnement, un entrepreneur, il sait ce que c'est que de monter une boîte, il sait ce que c'est que de recruter, il sait ce que c'est que de développer sa boîte, sinon il y a une lacune. Donc les fonds, ils nous apportent du support, ils nous apportent de la confiance, ils nous apportent des fonds évidemment. Après, c'est sûr qu'ils peuvent nous aider sur des introductions, des contacts, mais il ne faut pas imaginer qu'à un moment, il y a le fonds qui va faire le travail à votre place, ça n'existe pas. Ils peuvent aider, souvent quand on les sollicite. Ils peuvent ouvrir des portes, ils peuvent vous donner une meilleure connaissance marché de temps en temps Ouvrir des portes, oui. Clairement. Connaissance marché, quand ils ont... oui, ça arrive aussi, quand ils ont une expertise qui peut être sur un marché. Après, ils ne sont pas opérationnels, souvent. Voilà, mais ouvrir des portes, oui, ça c'est indéniable. Et ça nous a d'ailleurs souvent été utile. Aujourd'hui, avec les fonds qui sont présents chez Miracle et les board members qui sont présents dans notre board, justement, on peut vraiment avoir accès à peu près qui on veut, quoi. Et ça a de la valeur. Finalement, grandir pour une entreprise de la French Tech, est-ce que cela passe aussi par la création de son propre écosystème? Est-ce que Miracle, justement, réfléchit à cette connexion avec d'autres acteurs? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de cette levée de fonds que nous avons fait. En plus du développement géographique, c'est aussi l'investissement qu'on fait dans notre plateforme Connect, qui est la plateforme justement de notre écosystème, la marketplace des marketplaces, comme on l'appelle, sur lequel vont pouvoir venir s'enregistrer et travailler sur les plateformes Miracle les vendeurs, les prestataires de services de paiement, les services logistiques, les ad services, les feed managers, etc. Justement pour pouvoir être capable de leur proposer une plateforme unique qui leur donne accès à l'ensemble des plateformes Miracle. Donc oui, et cet écosystème, ça fait aussi partie de la valeur, j'ai envie de dire, qui est créée par les modèles de plateforme et par les modèles de marketplace. Pour Miracle, c'est les 50 000 vendeurs aujourd'hui qui utilisent les plateformes Miracle au quotidien. C'est nos dizaines de partenaires techniques, solutions e-commerce, prestataires de services de paiement, etc., qui font partie de notre écosystème. J'ai retenu que dans une des origines du nom Miracle, dedans il y avait Oracle, il y avait aussi la solution Miracle, mais ce qui m'intéresse un peu, c'est un peu le Oracle. Cette vision de dire qu'une société de software française peut devenir un leader mondial en fait, sur un segment de marché. Je crois comprendre que c'est l'ambition. Comment vous envisagez justement la croissance des sociétés de la French Tech? Faut-il se projeter en fait, en tant que leader mondiaux avec un périmètre européen? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut construire une Europe de la tech pour être plus fort? Est-ce que c'est un one-man show de chacune des entreprises? Je crois que vous avez participé notamment à une initiative qui s'appelle Scale Up Europe, qui réfléchit justement à ces problématiques. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Aujourd'hui, l'entreprise doit raisonner de manière globale. On le voit, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui doivent raisonner de manière locale dans la technologie. L'iPhone, c'est le même partout, l'Apple Watch, c'est la même partout, les outils qu'on utilise au quotidien sont les mêmes partout, les mécaniques d'achat sont les mêmes partout. Et en gros, Amazon et Alibaba, ils sont présents partout. Donc aujourd'hui, quand on parle de technologie, on doit raisonner de manière globale et pas uniquement de manière locale. Après, la question que vous posez sur quel rôle doit jouer l'Europe là-dedans, moi, en tant qu'Européen, je vais dire que l'Europe, elle se doit de jouer un rôle essentiel. Et ça passe par quoi? Évidemment, ça passe par le financement, mais pas uniquement. Ça passe aussi par la capacité que l'Europe va avoir à faire émerger des géants mondiaux. Donc, ça veut dire créer un contexte favorable aussi à ça, commercial, juridique, fiscal, etc. Ce qu'a bien fait la France, je trouve que de ce côté-là, on a réussi à créer un contexte favorable à l'émergence de sociétés comme la nôtre, et le Next 40 l'illustre bien. Après, il va falloir aller à l'étape d'après.
L'Europe a évidemment un travail à faire là-dedans. Aujourd'hui, si vous regardez les gens de la tech européens, cotés, il n'y en a pas tant que ça. De ce côté-là, il y a encore des efforts à faire. Quand on regarde, pas même en France par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est seulement moins de 10% du CAC 40 qui est lié directement ou indirectement à la tech, alors qu'aux États-Unis, ça doit être près d'un tiers du S&P 500. Pour autant, faut-il en fait pour vous pousser un peu plus les sociétés de tech européennes en bourse? Parce que quelque part, la question qu'on peut se poser, c'est lever 300 millions d'euros, c'est déjà une très grosse somme. Il y a quelques années, en fait, on avait ce type d'opération qui se passait en fait sur des plateformes type Euronext. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce côté aux US ou rien pour la tech, parce que le marché est là-bas. Est-ce que dans les initiatives justement que vous avez initiées avec Scale Up Europe, vous avez échangé avec vos homologues européens de Scale Up pour se poser cette question-là de l'exit en fait, sachant que, encore une fois, entrer en bourse, c'est le début d'une autre histoire. Exactement. C'est pas la fin de l'histoire, mais pour autant, est-ce que c'est un palier, est-ce que c'est un milestone qu'on devrait avoir en Europe comme aux États-Unis en se disant avoir une bourse en fait active sur ce segment-là? Oui, c'est ce que je vous disais. Je pense que oui. Il faut que les marchés boursiers, il faut qu'on arrive à attirer plus d'investisseurs parce que le rôle de la bourse, c'est d'attirer des investisseurs. Donc il faudrait que l'Europe, à travers ces différents marchés, puisse attirer plus d'investisseurs qu'elle ne fasse aujourd'hui. Encore une fois, ça veut dire créer un contexte favorable aussi à l'émergence de géants parce que ça va un petit peu ensemble, si vous voulez. En Europe, on a quand même des contraintes juridiques liées à la tech qui sont assez fortes. RGPD, exactement, toutes ces contrôles des données, ce qui est normal, je veux dire qu'il faille que le contrôle soit nécessaire, qu'il faille du contrôle, on est tous d'accord. Après, c'est vrai que va falloir aller se battre à armes égales contre d'un côté les Chinois, de l'autre côté les Américains. Donc on a Alibaba d'un côté qui est en gros j'ai envie de dire l'ambassadeur de la tech chinoise, et de l'autre côté, on a les GAFAM. Nous, en Europe, si la seule chose qu'on peut faire en face, c'est les RGPD, il va y avoir un problème. Donc, les enjeux d'intelligence artificielle sont des enjeux plus que majeurs. Les Américains et les Chinois l'ont très bien compris. Ça se base avant tout sur le traitement de la donnée. Si en Europe, on est contraint sur le traitement des données qu'on peut faire, c'est un exemple, ça va être un problème. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contrôle, de sécurité, de protection des données personnelles. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que il faut créer un environnement qui soit un environnement favorable à l'émergence de géants comme l'Asie sait le faire et comme les États-Unis ont su le faire aussi à un moment. Et pour ça, je vous dis, c'est un environnement favorable, juridique, fiscal et j'ai envie de dire moins de contraintes. Vous voyez, parfois, on a parfois tendance en Europe à vouloir défendre des anciens secteurs d'activité qui sont en train de mourir et de les protéger au détriment de l'émergence de nouvelles technologies. Alors que c'est pas ce qu'on voit dans les autres pays. Je pense que la vision de l'innovation, parce que c'est de ça dont on parle, est pas exactement la même en Asie, en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que la vision, en fait, aujourd'hui, on nous pose beaucoup la Startup Nation, en fait, à l'industrie, en fait, traditionnelle. Et dans, justement, la proposition de Miracle, pour faire la transition, vous avez la possibilité aussi d'aider, finalement, certains acteurs qui ne sont pas assez digitalisés aussi à passer, en fait, cette étape. C'est-à-dire qu'il y a la protection et puis il y a tout un pan de secteur, aujourd'hui, français, qui aurait besoin aujourd'hui d'accélérer la digitalisation et comment Miracle peut aider dans ce moment? Parce qu'une start-up pourrait plus interagir avec ce grand monde. Nous, on aide nos clients à adopter ce qui fait la force des retailers, des grands retailers internationaux qui peuvent être Alibaba ou Amazon, c'est le modèle de plateforme, le modèle de marketplace. Nous, on aide nos clients à adopter ce modèle. Aujourd'hui, ce modèle, il impacte toutes les industries. Le retail, le transport, le tourisme, le semi-conducteur, l'audiovisuel, toutes les industries sont impactées. Le luxe. Certaines sont impactées à 100% et d'autres sont impactées à la marge, 10-15%, notamment le luxe, où ça reste des impacts qui existent, mais qui sont moins critiques, on va dire. Alors que pour d'autres, adopter ce business model, c'est une question de survie. S'ils ne le font pas, ils vont mourir. Ils expliqueront que c'est la faute du Covid, etc. Mais c'est pas de la faute du Covid, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Et donc, voilà, nous, notre rôle, c'est justement de les aider à réfléchir et à quoi peut ressembler une plateforme pour eux et à quoi peut ressembler une marketplace, quels peuvent être les impacts de ces métiers sur leur business model et comment se transformer. On leur apporte les outils pour ça. Parce que souvent, les modèles de plateforme reposent sur des technologies logicielles. Et nous, on leur apporte ces technologies logicielles pour s'assurer que leur projet de plateforme soit un succès. C'est ce que je vous dis, on parle d'innovation, on parle de transformation du cœur
de ce qu'est l'entreprise et son business model. Et il y a des cultures, j'ai envie de dire, où la transformation par l'innovation est plus évidente que dans d'autres. Quelles sont au quotidien les relations que vous avez avec vos clients français, vos prospects français? Est-ce que la France, par rapport à d'autres pays, a du retard? Est-ce qu'on est au bon niveau? Est-ce que l'Europe peut accélérer sur le sujet? Quel est votre point de vue sur ce point? L'idée d'une entreprise, c'est de reproduire des process. Et quand on parle d'innovation, c'est souvent de transformer ces process. Donc, il y a une conduite du changement à mener qui n'est pas évidente. Encore une fois, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ou moins... où la conduite de changement est plus ou moins facile? Peut-être. En revanche, sur le côté plateforme et marketplace, la France est pas tellement en retard par rapport à l'Angleterre, par exemple, ou par rapport à l'Allemagne, où ces pays sont beaucoup plus en retard que la France. Mais à votre niveau, si on parle justement de cette impulsion digitale dans votre go-to-market, comment on s'adresse quand on est plus petit que plein d'autres acteurs? Aujourd'hui, avec Miracle, d'avoir atteint une taille qui nous permet d'avoir un petit peu plus l'audience et l'oreille de grands groupes, parce que ils se disent c'est vrai qu'après tout les nouveaux business models, la transformation numérique, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a peut-être la chance d'avoir un peu plus leur écoute aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on a démarré, c'était plus difficile. Après, au départ, il y a toujours des clients dont les patrons, j'ai envie de dire, sont plus visionnaires que d'autres et qui vous font confiance. Si on regarde nos premiers clients, j'ai envie de dire, par exemple, le groupe Darty, en France. Donc en France, il y avait Darty, il y avait Galeries Lafayette, il y a eu Boulanger, qui nous ont fait confiance, très tôt. C'est l'ambition de devenir Oracle. Donc c'est pour quel horizon? Vous donnez combien de temps dans l'ambition d'une entreprise qui lève 300 millions de dollars? Dans votre vision, c'est vraiment d'essayer d'asseoir en fait votre produit d'un point de vue mondial. Il y a des zones en particulier où, sans trahir de grands secrets, où aujourd'hui vous avez en fait en 2021 décidé de déployer un peu plus massivement en fait vos ressources. Oui, on a ouvert un bureau à Singapour, donc on investit plus l'Asie que ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est des sujets qui sont globaux. C'est un sujet mondial, le sujet des plateformes. Donc nous, on veut être partout. C'est ce qui explique aussi le montant des levées, si vous voulez. C'est justement pour avoir les moyens d'investir, pour pouvoir être au plus proche de nos clients aussi, pour avoir des bureaux locaux, pour pouvoir mieux les servir et avoir le meilleur service pour nos clients, tenir compte des spécificités locales aussi, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Très bien. Merci Philippe Corot d'avoir partagé avec nous en fait vos secrets en fait sur ces différents éléments. Très heureux d'avoir pu faire cela avec vous. Retrouvez les autres épisodes en fait sur toutes les bonnes plateformes. Et je vous dis à bientôt. Merci Philippe, à bientôt. Merci beaucoup.